Système et compagnie, le podcast qui vous accompagne à piloter votre business en ligne. Je suis votre hôte, Sonia Laurent-Bourg, et ma mission est d'accompagner les web entrepreneurs à changer sereinement d'échelle de business. Je vous invite à découvrir des concepts, astuces, conseils qui vous permettront de mettre en place les systèmes et les structures dont un business en ligne a besoin pour grandir. Let's go pour un nouvel épisode. Hello, bienvenue dans cette toute première interview du podcast Système et compagnie. Si vous avez écouté l'épisode 0, vous savez déjà que je vais vous proposer en fait un mix d'épisodes solo dans lesquels je vous donne des astuces, des conseils, des concepts pour gérer votre entreprise et aussi des interviews dans lesquels en fait j'espère en tout cas à travers mes échanges avec mes invités vous inspirer pour votre propre gestion d'entreprise. Pour cette toute première interview, j'ai reçu Aline de The Bee Boost avec qui je collabore en fait depuis 2 ans et demi. Donc je connais très bien les coulisses de son business et les étapes de structuration par lesquelles elle passe au fur et à mesure. Et je suis donc ravie et honorée qu'elle ait accepté de venir partager tout ça avec nous dans Système et compagnie. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je propose en tant que consultante en gestion d'entreprise vient se nourrir directement de ce qui se passe en coulisses chez The Bee Boost et inversement d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses que je vis avec vous en accompagnement qui m'inspirent beaucoup pour nourrir en fait ma collaboration chez The Bee Boost. Bref, j'espère que son parcours de solopreneur à CEO vous inspirera et vous aidera dans votre propre cheminement. Aline nous a partagé des pépites et des tas de conseils. Je vous laisse avec notre échange et je vous souhaite une bonne écoute. Hello Aline, ravie de te recevoir dans cette première interview de Système et compagnie. Comment tu vas ? Hello Sonia, écoute, je vais très bien et c'est un honneur pour moi d'ouvrir la voie. Alors attention au prochain, ça va set up le game, comme on dit. C'est clair. Merci pour cette opportunité, ça me touche. Mais écoute, j'avais vraiment envie que tu sois la première personne que j'interviewe sur le podcast parce que certains le savent peut-être, au-delà de notre amitié dans la vraie vie, on est aussi collaboratrices et donc Aline, j'ai vu tout un tas de choses dans les backstage de ton entreprise sur l'évolution en termes de gestion d'entreprise. Et donc, voilà, j'ai envie de te proposer d'en parler publiquement aujourd'hui sur le podcast. Petite présentation quand même si on ne te présente plus aujourd'hui. Tu es la fondatrice de The Bee Boost, l'entreprise qui accompagne les entrepreneurs et les freelances à développer et booster leur business. Moi, je t'ai découvert en 2018 quand tu as lancé ton blog The Bee Boost un petit peu comme ça pour occuper tes soirées de freelance. Et aujourd'hui, nous sommes en 2022. Tu as largement dépassé le chiffre d'affaires du million depuis 2021. Tu as structuré ton business, recruté, travaillé ta posture de leader, accompagné plus de 6500 personnes. Tu es aussi l'hôte du podcast qu'on ne présente plus, Je peux pas, j'ai business. Bref, on ne t'arrête plus. Donc, pour toutes ces raisons, c'était aussi évident pour moi de parler, de papoter avec toi de structure, de gestion d'entreprise. Est-ce que tu es prête, Aline, à relever ce défi aujourd'hui dans ce podcast? Écoute, franchement, je suis trop prête et j'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation parce que, comme tu dis, non seulement on est collaboratrices, mais je pense que s'il y a une personne à part moi qui a vu The Good, The Bad and The Ugly chez The Bee Boost pendant toute cette période de croissance, c'est toi. Donc, je sais que je vais même pas pouvoir raconter de la merde, je vais même pas pouvoir édulcorer la réalité ou quoi que ce soit parce que tu sauras si je mens ou pas et si je dis la vérité parce que tu es aux premières loges au quotidien. Donc, j'ai hâte d'avoir cette conversation littéralement à cœur ouvert et promis, on fera pas de rétention d'informations, on fera pas de faux conseils superficiels, on ira directement dans la matière. Dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, exactement. Je pourrais m'écrier faux, Aline, ceci est faux. Il faudra un golden, pas un golden buzzer, mais genre un red buzzer, quoi. Aline, non. Menteuse. C'est ça. Alors, c'est vrai que je n'ai pas précisé ce que je fais avec toi dans ton entreprise. J'ai eu plusieurs casquettes, en fait, parce qu'on a beaucoup, tu as beaucoup évolué, l'entreprise a beaucoup évolué ces derniers temps. Donc, je suis arrivée avec la casquette un petit peu d'assistante. Ensuite, la casquette un peu plus chef de projet. Et puis là, on va faire encore évoluer un petit peu les choses un peu en mode un peu plus office manager, donc un peu le 360 degrés justement de ce qui se passe dans les coulisses. Voilà, donc je suis aux premières loges, comme tu le dis.
Et justement, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment toi, en coulisses, tu as vécu cette ascension? Parce que tu l'as très bien dit, il y a le beau, mais il y a aussi le ugly. Et même si on voit de l'extérieur souvent ce qui est beau, même si tu es super, comment dire, tu restes quand même transparente sur les bonnes et les mauvaises choses. C'est intéressant de savoir en coulisses comment s'est passée cette ascension concrètement. Ben, je pense que c'est exactement les mots que tu as repris, good, bad, ugly. Je crois que cette ascension, il y a à la fois des trucs incroyablement extraordinaires qui se sont passés et des trucs incroyablement horribles qui se sont passés aussi. Et que c'est plus des montagnes russes, tu vois, c'est des planètes russes ou je sais pas ce qu'on peut dire, mais vraiment quelque chose où c'est l'ascenseur émotionnel, mais puissance 15 000. Le bon ascenseur émotionnel, du coup, parce que c'est une expérience que j'adore vivre au quotidien et que je changerais pour rien au monde. Donc, c'est vraiment cette idée de dire, c'est des émotions dans tous les sens, que ce soit les meilleurs et les pires, mais pour rien au monde, je changerais vraiment cette expérience. Et je trouve que ça t'apprend et ça t'oblige même à te challenger et à très, très, très vite te développer d'un point de vue personnel sur ta connaissance de toi, ton amour de toi, ton estime, ta confiance de toi-même, ton leadership de toi et des autres à vitesse grand V, quoi. Genre meilleure école de la vie, l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est en fait des fois je dis il n'y a pas meilleure thérapie que l'entrepreneuriat. Oui, ou alors cause de syndrome post-traumatique aussi. Ça dépend comment tu vois les choses. Ça dépend comment tu vois les choses. Non, mais c'est vrai qu'il y a des moments très down, mais clairement c'est aussi un vecteur de développement personnel extraordinaire, clairement. Est-ce qu'on peut aborder un petit peu le sujet de la crise de croissance? J'avais envie de te demander, toi, est-ce que ça t'évoque quelque chose? Ouais, ça m'évoque une essoreuse à salade ou alors le tampon du machine à laver. Oui, c'est ça. Je pense que c'est une image assez parlante. Oui, effectivement, la crise de croissance, c'est, je pense, l'étape à laquelle la plupart des startups échouent, en fait. C'est même pas tant se lancer ou créer leur MVP, leur bêta, leur chose comme ça. C'est vraiment gérer l'hypercroissance. Quand ça décolle, comment est-ce que je suis le business? Ou littéralement, tu vois cette image de toi qui est un énorme bulldog, et puis d'un coup, le bulldog, il se prend d'une furie et il part en courant. Et toi, tu cours après lui, mais tu n'arrives pas à le rattraper, tu t'essouffles et tu fais ah comme ça. Mais en fait, c'est un petit peu ça, la crise de la croissance, telle que, en tout cas, je l'ai vécue. Par contre, tu kiffes courir derrière après ton chien, tu fais ouais, c'est trop cool, on est dans les champs, les paysages sont magnifiques, etc. Par contre, t'es exténué, tes poumons brûlent, tu sues à grosses gouttes, t'as l'impression que tu vas crever à chaque pas, mais tu kiffes. Voilà. Mais tu kiffes. C'est vrai parce que en fait, c'est des bons problèmes. C'est les problèmes qu'on aime avoir, mais qui sont pas toujours faciles à gérer. Du coup, toi, de ton côté, comment tu as paré à ça? Comment ça s'est passé? Comment tu t'es rendu compte en fait que c'était la crise de croissance? Et qu'est-ce que tu as mis en place pour y faire face? Je pense que j'ai été très chanceuse sur un point, c'est que j'étais pas prête à ce qui allait se passer. Donc en fait, j'ai pas pu commencer à me faire du mouron à propos de quelque chose. Parce que si on m'avait prévenu de l'ampleur de ce qui allait m'attendre, je suis pas sûre que j'aurais fait les choses pareilles et je pense que j'aurais été capable de m'auto-saboter. Donc déjà, heureusement que j'étais ignorante sur le déroulé des choses. Et en fait, je pense que je l'ai abordé avec deux approches différentes, un petit peu au jour le jour. Il y avait la première approche qui était je ne m'occupe pas de problèmes qui n'existent pas encore. C'est-à-dire de pas chercher à être trop dans l'anticipation, mais plutôt de dire quand le problème sera là, je m'en occuperai, qui marche pour une partie on va dire des sphères de l'entreprise. Et il y a l'autre approche qui est au contraire, on va quand même anticiper deux, trois petites choses. On aura l'occasion, je pense, de rentrer dans les détails, mais je pense tout particulièrement aux finances, à la gestion de la trésorerie, à la délégation, etc. Où là, il vaut mieux anticiper, surtout quand en plus on parle d'administratif, de choses comme ça. Pour pas se retrouver face à un gros problème qu'on aurait pu éviter. Donc c'était un petit peu jouer cette balance entre je m'occupe pas de problèmes tant qu'ils n'existent pas sur certaines sphères et au contraire sur d'autres, là je pense que ça vaut le coup d'anticiper. Et je pourrais pas te dire exactement comment j'ai jugé lequel appartenait à quelle sphère. J'ai fait un petit peu au petit bonheur de la chance. Ok, mais maintenant du coup ce que j'entends c'est qu'avec le recul tu as quand même identifié des points spécifiques sur lesquels tu trouves que c'est intéressant d'anticiper, de structurer, de systématiser entre guillemets dès le départ ou dès que tu sens en tout cas que la croissance pointe le bout de son nez ou que tu sens que tu perds un peu le contrôle de tout ça. Et également d'autres aspects où selon toi c'est pas forcément nécessaire d'aller se prendre la tête dès le départ et d'aller construire des systèmes, des choses trop compliquées, parce que de toute façon, même si on te dit oui, attention, tu vas faire face à ça, toi-même tu le vis pas encore dans ton entreprise
Et ce que tu vas vivre toi, une autre personne va le vivre complètement différemment, etc. C'est ce que j'entends. Et j'irais même encore plus loin en disant que, et ça, je pense que ça va te faire rire parce qu'on a deux approches tellement différentes de la question. Je pense que quand tu rentres en période de grosse croissance, voire même d'hyper-croissance dans une entreprise, tu peux pas tout anticiper, tout gérer au fur et à mesure. Et donc, il y a un vrai lâcher-prise à avoir en mode, sur quoi est-ce que c'est important pour moi d'avoir le contrôle et sur quoi est-ce que je lâche? Et en fait, il y a des choses sur lesquelles tu lâches qui sont absolument pas confortables. Un exemple très précis que je peux te citer. Au jour d'aujourd'hui, ça fait 3 mois que j'ai pas ouvert mon LinkedIn. Je sais que les gens m'envoient des messages tous les jours dessus, mais je ne peux pas. Je ne peux pas, en termes de temps, de disponibilité, de charge mentale, répondre à la fois aux messages sur Insta et sur LinkedIn. Et du coup, j'ai lâché prise sur LinkedIn. Je dis pas que c'est une solution temporaire. Je dis pas que c'est parfait, mais je pense qu'il faut accepter que quand tu es en croissance, tu ne peux pas tout contrôler, alors que tu pouvais le faire avant quand tu étais toute seule. Et le temps que tu recrutes et que tu délègues et que tu formes une équipe et que tu processes ta boîte pour accompagner cette croissance, il y a quand même quelques semaines ou quelques mois où tu ne pourras pas tout contrôler, quoi qu'il arrive. Et donc, il vaut mieux savoir tout de suite qu'est-ce qui est important pour toi et ce sur quoi tu ne lâcheras jamais la grappe. On revient à notre bulldog. Oui. Et ce sur quoi tu pourras lâcher prise. Et tu vois, par exemple, moi, du coup, j'ai lâché prise sur LinkedIn. Par contre, une chose sur laquelle j'ai jamais lâché prise, et je pense que tu seras d'accord avec moi, c'est l'expérience client et le service client qu'on offre chez The Bee Boost, tu vois. Ça a été le truc sur lequel il y avait zéro compromis et zéro sacrifice de par la croissance de la boîte. Complètement. Et en fait, ce que tu dis, alors oui, déjà, je valide complètement le fait que ça fait partie des choses que tu n'as pas du tout lâché. Peu importe, en fait, si on est au milieu de la tempête, ça fait partie des choses que tu as conservées et que tu as, choisi de maîtriser du début à la fin. Et en fait, ce que tu dis m'évoque une chose que je dis parfois en consulting, c'est que, en fait, la croissance, de temps en temps, il faut s'arrêter, il faut faire des plateaux, mais volontairement. C'est-à-dire que, bon, parfois, il y a des plateaux, entre guillemets, incontrôlés, il y a une petite accalmie dans l'activité, mais parfois, c'est important aussi de le faire soi-même et de choisir, en fait, les aspects du business sur lesquels on fait un plateau, parce qu'on ne peut pas être en croissance tout le temps sur tous les aspects, la communication, les réseaux sociaux, le marketing, les ads, ceci, cela. En fait, tu es obligé de faire des choix. Si tu veux justement repartir après en mode croissance sur d'autres aspects, bah, tu le dis très bien. Si je veux être présente sur tous les réseaux sociaux, il faut que je recrute une équipe, il faut que je les forme, il faut qu'ils créent des process, etc. Et on repartira ensuite sur la communication, LinkedIn, par exemple. On peut provoquer des plateaux, je suis d'accord. C'est ça. Bah, toi-même, tu sais qu'il y a certains moments où on s'est dit avec The Bee Boost, OK, là, on part en mode structuration, c'est-à-dire qu'on ne sortira pas d'offres pendant 2-3 mois et qu'on va se concentrer sur les process, la structure de la boîte, ce qu'on peut optimiser dans l'existant. Et si je reprends ma métaphore du bulldog, je l'aime bien, je pense qu'elle va nous accompagner pendant tout l'épisode. J'ai cette image de la croissance que tantôt, c'est le chien qui te tire, tantôt, c'est toi qui tires le chien. Oui. Et il y a quelques rares moments d'épiphanie où tout le monde marche à la même vitesse, où on se dit « Waouh, ça y est, je l'ai fait enfin !» Et en fait, 2 jours après, ça repart en mode le chien te tire, quoi, tu vois. C'est ça, après mais c'est bien, c'est bon signe, ça veut dire que la croissance est repartie. Exactement. Aline, tu es connue pour être, un peu la reine, la queen de l'organisation. Est-ce que tu dirais que le fait d'être organisée à la base, ça t'a aidé dans la structuration de ton entreprise, ou pour toi, c'est deux choses complètement distinctes et en fait, même le fait d'être, queen notion ou ClickUp, ben, ça change pas tellement les choses finalement dans le business après? Je suis d'accord avec toi de dire que évidemment que le fait d'être organisé, structuré dans sa tête aide à être organisé, structuré dans sa boîte. Il y a un dicton américain, que j'aime beaucoup, qui dit Your mess is your message. Ah. Et je trouve très, très juste, surtout quand on est dirigeant, en fait. Si on n'est nous-mêmes pas structuré dans notre vie, dans notre tête, en fait, on peut pas être structuré dans notre business, c'est pas possible. Et on va dire le calme, le leadership et l'organisation qu'on incarne dans notre personne, entre guillemets, que ce soit dans notre sphère pro, perso, dans notre quotidien, c'est aussi celle qu'on incarne dans notre boîte. Et je pense que ça détend aussi sur les équipes que quelqu'un qui est complètement, un dirigeant qui est complètement perdu, qui sait pas où il va, qui a pas confiance, qui en doute, ça se ressent tout de suite. Et je pense même qu'au sein de The Bee Boost, les quelques fois où j'étais perdue dans le doute ou épuisée, etc., ça s'est ressenti fois 10 000. On en a même parlé. Il y a des moments où je vous le dis de manière très transparente, en mode les filles, là, ça va pas. Enfin, je pense que ça se ressent tout de suite, quoi. Oui, assez. Du coup, je me demande, toi, quelle est ta vision de un entrepreneur qui aurait un petit peu du mal
à partir sur cette structure parce que très instinctive. On a des profils comme ça, tu sais, qui sont... Toi, tu as un profil un peu comme moi, très structuré, très carré. Il y a d'autres personnes qui ont un profil beaucoup moins comme ça. Est-ce que tu penses que c'est quand même possible de faire de la grosse croissance? Est-ce que c'est possible de rendre ces personnes, ces équipes, etc., à l'aise? Est-ce que tu aurais un conseil à leur donner? Parce que je sais que dans mon audience, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là. J'ai plusieurs choses à dire par rapport à ça, qui vont pas toujours être agréables à entendre. En fait, je me base sur ce que j'observe sur les entrepreneurs autour de moi qui cartonnent, c'est-à-dire qui sont à des niveaux équivalents ou supérieurs à celui de The Bee Boost. Ce que j'observe, c'est que ou alors le dirigeant est ultra structuré, ou alors le dirigeant a autant de structure que d'instinct, et puis souvent on met en opposition le côté très structuré, logique, mathématique, et le côté très créatif, artistique, instinctif, etc. Donc, où la personne, elle est très structurée, où la personne, elle est 50-50 sur les deux. J'ai la sensation de faire partie de ces personnes-là. Ou alors, ce qui fonctionne très bien pour les personnes qui sont à majorité dans le créatif, l'instinctif, l'artistique, c'est qu'ils ont un associé, qui est l'opposé inverse, qui a cette partie structure. Et tous les grands leaders que vous voyez en ligne, qui vous inspirent, etc., qui sont très dans l'écoute de soi, l'instinctif, le créatif et tout, généralement, il y a toujours un associé derrière qui s'occupe de la partie structure. J'ai beaucoup de doutes. Encore une fois, montrez-moi un exemple. Je dis pas que j'ai la vérité infuse. J'ai beaucoup de doutes sur la capacité d'avoir une croissance maîtrisée et saine en étant 100% dans l'intuition, l'écoute de soi, etc., sans avoir zéro structure, en fait, derrière, qu'elle soit apportée par nous ou par quelqu'un d'autre. Amen. Bon, ça va, ouf. Non, je pense vraiment à 100% la même chose. Donc, c'est ça. Si on n'arrive pas à être structuré, entre guillemets, naturellement, c'est intéressant, du coup, de travailler avec quelqu'un qui va le faire pour nous. Donc, dans un premier temps, ça peut être un business manager en freelance. Totalement. Un associé, c'est génial. C'est encore mieux. Complètement d'accord avec ça. Si on repart un petit peu sur le sujet de la délégation, j'ai envie de revenir un petit peu sur tes premiers pas dans la délégation parce que ça fait un moment maintenant que tu as recruté, délégué. Aujourd'hui, on est une équipe fixe, on va dire, quotidienne. Et puis, comme tous les solopreneurs, tu as d'abord commencé à recruter des personnes un petit peu par-ci, par-là en fonction de tes besoins. Je crois pas me tromper en me disant que la première fois que tu as recruté, c'était en 2019. Je crois que tes premières expériences, c'était 2019. Donc, est-ce qu'on peut revenir un petit peu là-dessus, ton parcours finalement entre 2019 et 2022? Comment on vit ça quand on est entrepreneur en croissance? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que je te l'ai déjà dit en off. Je le redis officiellement, c'est mon mea culpa. Je pense que toutes les croyances limitantes, les blocages, les conneries, les erreurs par lesquelles un entrepreneur peut passer quand il commence à déléguer, à recruter, je les ai faites et je les ai vécues. Tu vois. Genre j'ai tout fait, j'ai tout vécu. Ce sera pas assez bien fait. Je délègue puis je fais un pas en avant et deux pas en arrière parce que j'ai de déléguer. Je fais pas confiance. J'aime pas, j'y arrive pas. C'est les autres et c'est pas moi. Et c'est moi et c'est pas les autres. Enfin, tout, en fait, vraiment tout. Et ça me fait beaucoup rire. Je trouve que ça a été très intéressant comme expérience. Au début, j'étais comme tout le monde à me dire, j'aime pas déléguer, c'est mieux quand c'est moi qui fais. Ça m'intéresse pas de devoir briefer des personnes qui seront jamais aussi passionnées par mon business que moi, etc. Et en fait, comme tu dis, au bout d'un moment, tu choisis entre ta croissance ou le fait d'être seul. Tu peux pas faire les deux, tu vois. Tu es obligé de faire un choix. Et quand j'étais confrontée à ce choix, mais tellement confrontée parce qu'en termes d'énergie, j'étais vraiment arrivée à un palier, je me suis dit, bon, bah, ok, maintenant, Aline, qu'est-ce qui est le plus important pour toi, la croissance de ton business ou la fierté, l'ego, la sérénité d'être toute seule? Pour moi, la réponse était claire, c'était la croissance. Donc, je savais qu'il allait falloir que je délègue, que je recrute, etc. Et donc, j'ai fait des sacrifices que je considérais à l'époque, en tout cas, comme étant des sacrifices pour le faire. Lâcher prise sur c'est pas fait à ma manière. Lâcher prise sur la personne, elle a pas, comme toi, besoin de vivre, manger, respirer, boire The Bee Boost, quoi. Oui. Et j'ai la chance incroyable, c'est que toi et le reste de l'équipe, vous êtes vraiment dans une situation où je sens que vous mangez, respirez, buvez The Bee Boost et ça me fait un plaisir immense. Mais jamais c'est quelque chose que je pourrais exiger des gens qui travaillent avec moi parce que tout simplement, c'est pas votre boîte, clairement. Donc voilà, lâcher prise sur plein de choses. En fait, j'ai appris à aimer ça alors que je ne pensais jamais pouvoir aimer ça. Ok. Alors, c'est le moment passage de crème, mais qui est sincère. Et je pense qu'il va servir aussi d'inspiration pour ceux qui nous écoutent. C'est que, oui, aujourd'hui, l'équipe, on vit, on mange, on respire The Bee Boost, mais c'est pas dû au hasard.
c'est pas juste parce que The Big Boost, c'est chouette. C'est le côté leadership, on va y venir un tout petit peu après, c'est que tu réussis en fait au quotidien. C'est même pas tu as réussi, c'est tu réussis au quotidien à nous emmener en fait dans ta vision, à nous driver, à nous donner envie, quoi, tout simplement. Et ça, c'est un peu la mission du chef d'entreprise, je dirais. Le passage de crème est apprécié. Merci, j'ai bien fait d'accepter cette interview. C'est ça. Non, mais à la fois, ça fait plaisir à entendre. Et à la fois, je crois que c'est un vrai conseil qu'on peut donner, c'est que si tu as envie que ton équipe, elle mange, elle boive et elle respire ton entreprise, même si tu ne peux pas l'exiger, tu peux en tout cas les amener à le faire, quoi. Oui, c'est quelque chose que tu peux créer et encourager, ouais. Exact. Du coup, je reviens un tout petit peu sur la délégation. Avec le recul, est-ce que vraiment il y a des choses, si tu devais les refaire, tu les referais pas de la même manière? Est-ce qu'il y a vraiment justement des grosses erreurs où là tu t'es dit non, j'aurais dû entre guillemets écouter les conseils qu'on m'avait donnés à ce sujet? J'ai 2 trucs qui me viennent instinctivement en tête par rapport à ça. Le premier, c'est un conseil qu'on m'avait donné pour le coup qui était, c'est mon père qui m'avait donné ce conseil-là, qui était: «S'il y a quelqu'un que tu ne sens pas instinctivement, même s'il y a pas vraiment de raison factuelle qui fait que tu as plus envie de travailler avec lui, arrête». Parce que dans tous les cas, il y aura une preuve et puis des fois notre instinct, notre intuition ou même des choses comme, j'en sais rien, le non-verbal, mais des choses que tu n'arrives pas à verbaliser, t'envoient des red flags sur un prestataire, un partenaire, un associé, une opportunité de collaboration avec quelqu'un ou une marque, et cetera. Si tu le sens pas, arrête tout de suite la collaboration. Et c'est vrai que les seules fois où je n'ai pas écouté mon intuition, et ben en fait, ça s'est vérifié, mais fois 15 000, quelques semaines ou quelques mois plus tard, en mode, bah non, en fait, c'était juste pas possible et j'ai eu la sensation de perdre du temps et de l'argent à ces moments-là. Donc, vraiment, si c'était à refaire, dès le début, j'écouterais mon instinct. Et dès que mon instinct me dit, cette personne-là, ça va pas le faire, ça veut pas dire que c'est pas une bonne personne ou qu'elle est pas douée, c'est juste que c'est pas un bon fit par rapport à mon entreprise, à mes besoins. Et ben, on arrête tout de suite et on limite les dégâts pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième, c'est quelque chose que j'ai vraiment appris sur le tas, d'autant plus avec les toutes premières expériences de délégation. Quelque chose où c'est pas un conseil qu'on m'avait donné, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui paraît logique et du bon sens. C'est que quand j'ai commencé à déléguer, en fait, je pensais que la personne en face de moi allait m'aider à faciliter cette délégation. Et en fait, je me suis rendu compte que rien n'était plus puissant que de savoir moi exactement ce que je voulais, comment je voulais, de la manière dont je voulais, de communiquer ses envies, de communiquer mes besoins, mes ressentis, qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que ça l'était pas, pour que la personne, non seulement après, elle puisse apprendre à faire les choses comme j'avais envie de les faire, et ensuite pouvoir être force de proposition. Mais j'ai fait cette connerie au début de penser que la personne, elle allait m'apprendre à déléguer, en fait, en même temps que exécuter les tâches que j'allais faire. Et bon, on en avait parlé d'ailleurs toutes les deux récemment. En fait, plus un prestataire, tu vas arriver à le briefer exactement sur ce que tu veux pas, etc., plus il pourra répondre à ta demande. Alors que si tu lui laisses la bride sur le cou en disant oh c'est son métier, son expertise, il saura bien me dire ce qui est bien, ce qui est pas bien, etc. En fait, non, ça se passe pas comme ça, quoi. J'adore que tu en parles parce que c'est souvent la problématique des personnes qui recrutent leurs premiers collaborateurs et c'est normal en fait, c'est pas, je jette pas la pierre parce que en fait c'est typiquement apprendre à mettre sa casquette de manager et ça s'apprend de manager, c'est pas forcément c'est comme ça s'apprend à faire du business, de la com sur les réseaux sociaux, etc. Tout s'apprend. Et clairement, on a cette sensation que les personnes qui vont arriver, elles vont nous aider à éteindre les feux, qu'une fois que l'assistante sera là, tout va bien se passer. C'est bon, je serai plus sous l'eau, ça va bien se passer, etc. Et en fait, on se retrouve déconcerté parce que tout d'un coup, on a une nouvelle tâche à faire, c'est celle de manager la personne, de la briefer, de la former, de lui donner des informations, de lui faire des feedbacks. Et on n'avait pas forcément prévu ça. Et oui, c'est super intéressant du coup que tu en parles parce que c'est une des choses vraiment. Là, tu vois, quand on disait tout à l'heure, il y a des choses à structurer, des choses où on laisse un peu, entre guillemets, les choses venir. Là, je dirais que manager les personnes avec qui on travaille, c'est pas à laisser au hasard. Ça fait vraiment partie, selon moi, des choses à préparer, à structurer, à systématiser dès le départ. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi, même si c'est des collaborateurs en freelance. Et c'est vrai, en fait, à partir du moment où c'est des gens qui vont travailler, entre guillemets, quotidiennement avec nous. C'est un peu moins vrai, par exemple, quand on fait appel à un graphiste. Bon, on va pas le briefer sur toute la boîte pendant 15 ans avant qu'il commence sa mission. Voilà, je sais pas si tu es d'accord avec moi là-dessus.
Totalement d'accord. Et je me disais, je réfléchissais à un exemple qu'on pouvait donner aux auditeurs pour concrétiser un petit peu plus le concept. Par exemple, j'imagine une rédactrice web. Si les gens font appel à une rédactrice web pour rédiger des articles pour le blog, et on pourrait se dire, bah, une fois que je l'aurai embauchée, trouver cette fameuse rédactrice, je lui donnerai les thématiques de blog et puis elle va me proposer la longueur adéquate, les backlinks adéquats, elle va avoir un super ton, elle va pouvoir me proposer des lignes magnétiques au fur et à mesure quand elle va sentir que c'est pertinent d'avoir une ressource supplémentaire, etc. Et on pourrait peut-être être déçu parce qu'en fait, il n'y a rien de ça qui se passe parce que la nana se contente de faire ce qu'on lui a demandé, alors que c'est tout à fait normal. Et en fait, il faut, nous, dès en amont, verbaliser tout ça, de dire, écoute, voilà, je suis trop contente que tu bosses, voilà le brief de départ, c'est ce que je fais actuellement et ce sur quoi tu vas me soulager, reprendre la tâche, mais j'aimerais que dans le futur, par exemple dans 30 jours, on fasse un point et que tu me proposes tous les axes d'amélioration que tu as observés, et puis j'aimerais aussi que quand tu penses que c'est pertinent de faire un ligne manette, tu m'en parles, etc. Et en nous écoutant, il y a peut-être des personnes qui vont se dire, mais oui, mais ça, c'est son boulot. Ou alors qui vont se dire, bah oui, mais ça, moi, je le fais déjà, ou des choses comme ça. Mais en fait, c'est très rare, les personnes qui, non seulement vont avoir les compétences de le faire d'eux-mêmes, mais surtout vont se sentir à l'aise. Parce que quand on commence à bosser avec un client, la dernière chose qu'on a envie, c'est d'être tellement force de proposition que le client a l'impression qu'on lui dit qu'il fait mal son travail et tout. Donc, il y a beaucoup de vos prestataires qui vont rester un tout petit peu en retrait, au moins au début, et qui vont attendre une ouverture de votre part pour pouvoir prendre pleinement leur rôle. Et ça, c'est tellement important de le verbaliser dès le début. Ça permet à tout le monde de bosser dans les bonnes conditions. Clairement. Les feedbacks permettent vraiment de s'ajuster là-dessus. Il ne faut pas hésiter à en faire dès dès qu'on pense finalement quelque chose sur le travail qui a été fait, que ce soit positif, négatif ou même neutre, genre bon, ok, c'est ça que j'attendais. Dans ce cas, il faut vraiment le dire, comme ça la personne s'ajuste et au fur et à mesure, à la fois l'entrepreneur va spécifier aussi son besoin. Et en plus, le collaborateur, de plus en plus, va se dire « Ah oui, ok, c'est comme ça qu'il veut, etc. etc. » Et donc, du coup, la collaboration va vraiment partir dans la bonne direction, quoi. Exactement. Je pense qu'au début, il faut faire des feedbacks sur tout. Toutes les tâches, il faut qu'elles aient un feedback qui soit positif, neutre ou négatif. Complètement. Constructif, diront les coachs. Oui, c'est ça. On s'entend, hein. Je reviens rapidement sur ce que tu disais sur le côté intuitif, tu sais, le fameux conseil que ton papa t'avait donné en mode si tu le sens pas, même si tu n'as pas de faits concrets qui te permettent de définir en fait que la collaboration part dans le mauvais sens, entre guillemets, fuis. Je me permets juste d'ajouter une petite chose parce que je trouve que c'est un excellent conseil et je le vois souvent avec des clients qui me disent « Oh là, j'ai plus envie de travailler avec cette personne, mais déjà, j'ose pas lui dire et mais je sais pas pourquoi, c'est juste que je suis plus à l'aise avec elle, etc. » Donc, si elle t'écoute, elles vont se dire « Ok, en fait, je peux mettre fin à la collaboration. » Et je dirais que, comme tu l'as dit, il faut pas attendre. Et en fait, qu'est-ce qu'il faut pas attendre? En fait, c'est juste repartir sur le côté un petit peu systémique et structuré. Je reviens toujours à ça, systématiquement. Ça ne s'invente pas. C'est ça. Voilà, vous le découvrirez dans le podcast. Je suis très structurée et systémique. C'est-à-dire qu'on a cette intuition-là et l'idée, c'est tout de suite là, les faits objectifs et préparer en fait une réunion un peu feedback pour tout de suite dire à la personne, voilà, je suis pas à l'aise. Et même si on n'arrive pas à définir objectivement qu'est-ce qui nous met mal à l'aise, mais on peut dire objectivement et sans émotion, je ne suis pas à l'aise dans cette collaboration. Voilà comment je me sens. Cette fameuse communication girafe, finalement, c'est voilà comment je me sens quand tu me rapportes telle chose ou quand tu rends tel travail, etc. Est-ce que tu ressens également ça de ton côté? Est-ce que c'est que moi? Et en fait, bien souvent, la personne ressent également ça et c'est un soulagement des deux côtés en mode « Ah oui, non, mais en fait, nickel, on va mettre fin à la collaboration et on se sentira bien mieux. » Petit passage sur le leadership, on en a rapidement parlé tout à l'heure. Je me demande, en fait, toi, comment tu as vécu un petit peu cette transition de solopreneur à je fais mon travail toute seule dans mon bureau à je lead une équipe, je leur donne envie de boire, manger, respirer The Bee Boost. Comment ça se passe dans la tête d'une entrepreneur? Comment on fait le switch? Dis-nous tout. C'est une bonne question. J'avais jamais pris le temps de réfléchir à ça de manière complète et structurée, donc je vais essayer de le faire. Ce qui me paraît important de souligner, c'est que moi, être chef d'entreprise, avoir des équipes, c'est dans ma tête depuis le début. Donc, c'est pas quelque chose que j'ai subi ou que j'ai
ou que je n'avais pas anticipé du tout. Alors, il y a plein de trucs que j'avais pas anticipé, comme on en parlait, le lâcher prise, les choses comme ça, le fait que c'était compliqué de déléguer certaines choses. Mais le fait d'avoir une équipe, pour moi, c'était quelque chose d'acté dès le début. La fameuse anecdote que je disais toujours que quand j'étais en maternelle et qu'on me demandait tu veux faire quoi plus tard, bah t'as les copains qui disent acteur, vétérinaire, maîtresse d'école, et moi je disais je vais être chef d'entreprise. Je ne savais pas quelle entreprise, je savais que je voulais être chef d'entreprise. Donc je dirais que ce passage-là était tellement en fait ancré dans ma tête depuis ma naissance, depuis ma toute petite enfance, que j'ai pas eu de soucis en fait à faire la transition. Il y a quand même eu beaucoup de blocages mindset, parce que la fait d'en avoir envie veut pas dire que ça a été facile. Et la deuxième chose, c'est que j'ai aussi eu toujours ce côté, j'aime bien, enfin ça va être le moment un peu prétentieux, mais j'aime bien que les gens me regardent. Quand j'étais petite, je faisais des spectacles de danse. Quand il y avait la fête de l'école, j'aimais bien faire un spectacle aussi, tu vois, des choses comme ça. Enfin, à la fois, je fuyais le fait d'être le centre de l'attention tout en ayant vraiment envie. Donc ça, je pense que ça a aidé aussi dans la prise de position de leader, c'est que c'est pas un rôle qui me répulsait, c'est pas que genre j'aime pas être sur le devant de la scène, au contraire, des fois je me dis que j'aime un peu trop ça et je dois me freiner. Donc ça a été ça a aidé. Par contre, les choses que j'ai dû apprendre et vraiment travailler, conscientiser, c'est le fait qu'être leader, ça veut pas dire écraser les autres de son rayonnement, ça veut pas dire être un dictateur. Je sais plus qui, je crois pas que ce soit toi, mais je sais plus qui me disait que c'était la alinarchie au sein de ce Libous. Non, non, non. Et je pense que c'est pas moi. C'est pas moi qui dis ça. Mais je crois que c'était pas quelqu'un de l'équipe en plus, je sais plus qui m'a dit ça m'avait fait hurler de rire. En fait, la phrase que je me répète au quotidien depuis le début avec vous, avec toute l'équipe, etc., c'est vraiment pour moi, l'équipe, ce sont mes meilleurs clients. C'est-à-dire que je traite mon équipe comme je traiterai mes clients les plus fidèles, comme je traiterai les personnes les plus précieuses pour moi. Donc, c'est-à-dire que je me mets à leur service, que je veille à ce qu'ils soient tout le temps bien. Alors, je dis pas que je suis parfaite, parce que j'apprends à le faire au quotidien, mais vraiment, l'idée, c'est d'être littéralement à leur service, d'anticiper leurs besoins, leurs émotions, de prêter attention à comment ils se sentent. C'est un travail de longue haleine. J'ai pas toujours été excellente à ça, mais je pense que quand on se met dans cet état d'esprit-là, ça aide beaucoup à devenir, alors j'ai pas envie de dire un leader inspirant, ça fait vraiment une phrase tirée d'une affiche, d'une affiche de séminaire de mauvais goût, mais c'est un peu ça quand même. Mais c'est un peu ça quand même. Yes. Ok. Merci pour cette petite précision sur le leadership. C'est pas quelque chose de très facile, je crois, pour nombre d'entrepreneurs. Et encore, c'est même intéressant d'entendre que toi-même, alors que tu avais cette vocation, cette ambition d'avoir une équipe, etc., que tu as toujours voulu faire des pestacles et entre guillemets être un peu sur le devant de la scène, ça t'a aidé. Mais malgré tout, ça reste quand même un rôle qui parfois est un peu inconfortable et challengeant, quoi. Donc c'est intéressant d'entendre que même pour quelqu'un qui, en tout cas, d'un point de vue extérieur de ce qu'on peut en voir, un bon leadership, un fort leadership, il reste quand même des challenges et des enjeux. Donc voilà, merci de l'avoir précisé. Ça reste, selon moi, je veux bien d'ailleurs ton avis là-dessus, parce qu'il y a tout, comment dire, il y a tout un tas de choses dont on parle depuis le début, le recrutement, l'organisation, on va parler des finances, etc. Donc, ça reste des choses très à structurer, qui sont très concrètes et terre à terre, et qui sont à mettre en place. Ça demande beaucoup de travail. Mais je trouve quand même que le leadership reste le plus gros challenge et la chose la plus peut-être difficile à systématiser et à mettre en place. Mais ça, c'est mon point de vue extérieur. Finalement, toi, en tant que dirigeante, est-ce que tu as ce même ressenti ? Je pense que oui. Et tu vois, ce que tu disais, ça m'inspirait le fait de dire... En fait, la première question que moi, on m'a posée quand j'ai fait mon coaching et que je pense que chacun devrait se poser, c'est que c'est quoi pour vous le leadership ? Parce que je suis prête à parier qu'entre ta définition, Sonia, la mienne et celle de toutes les personnes qui nous écoutent, il n'y aurait pas deux définitions qui seraient pareilles et chacun serait persuadé d'avoir raison. Et ma définition à moi, puis ça aidera peut-être aussi les éditeurs à comprendre un petit peu comment j'imagine le truc quand je dis, mon équipe, c'est mes meilleurs clients et je les traite comme tels, etc. C'est que sur un navire, pour moi, le leader, c'est pas le capitaine. Pour moi, le leader, c'est le bateau. C'est-à-dire que c'est lui qui fournit le véhicule, c'est lui qui fournit la solidité, c'est lui qui fournit la sécurité et c'est lui qui fournit les moyens techniques et qui s'assure que tout le monde arrive à bon port. Et en fait, du coup, moi, je me considère comme l'étant le bateau de The Bibou, c'est-à-dire que je m'assure que tout le monde ait les moyens émotionnels, techniques, spirituels, instinctifs, créatifs d'atteindre ses objectifs, avec aussi toute la part d'ombre que ça représente pour moi, qui est par exemple, vu que je suis censée être le navire, j'ai pas le droit de fissurer.
J'ai pas le droit de dire que je suis fatiguée ou que j'arrive plus à avancer. Il faut que je le fasse, quitte à m'oublier un petit peu dans le process, tu vois, ce genre de choses. Ok, trop bien, merci pour cette précision. C'est, alors c'est rigolo que tu le vois comme ça. Euh, Moi, je te vois bien comme le capitaine, hein. C'est-à-dire Aussi un que, petit peu. Mais tu ça, c'est vois, le côté pestacle. le côté pestacle, mais pas que, parce que pour ceux qui le savent peut-être, moi j'ai vécu en bateau, donc c'est une métaphore qui me parle énormément. Et tu vois, pour moi, le capitaine, c'est celui qui est là pour garantir que justement le bateau ne va pas fissurer. Et c'est OK si le bateau fissure, tant que le capitaine est là pour prendre les bonnes décisions de manière à ce que on coule pas, ou quand bien même on coule, qui sauve tout le monde en fait. Voilà, que personne ne meurt au passage. Donc c'est vraiment le vrai truc. Mais voilà, pour dire, tu vois, c'est comme ça que je le vois. Et donc pour moi, c'est OK de fissurer de temps en temps. C'est OK tu vois, de pas être parfait, d'avoir le moteur qui déraille un peu, d'avoir une voile qui se fissure, etc., qui se déchire plutôt. Tant que le capitaine est là pour dire, OK, vous inquiétez pas, la voile se déchire, on va faire comme ça, il n'y a pas de souci. J'ai un plan B, les gars. Voilà. Ok, trop bien. On va passer sur le sujet des finances parce que ça reste quand même le nerf de la guerre et c'est une des choses qui, je trouve, est importante à systématiser dès le départ, même quand on est solo, même quand on n'a pas l'ambition de créer un empire. Et gérer une boîte en croissance, c'est encore plus, enfin, c'est d'autant plus important de systématiser, de faire vraiment une gestion, un suivi des finances aux petits oignons, on va dire. Et du coup, j'avais envie de te demander comment ça s'est passé pour toi. Est-ce qu'il y a eu un moment, est-ce que déjà tu faisais vraiment de la gestion du suivi des finances en mode solopreneur? Est-ce qu'il y a eu un switch? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as pris les choses en main de manière différente? Je veux bien que tu nous racontes un petit peu tout ça. Ça a toujours été très saccadé, en fait, cette gestion des finances entre je m'en occupe pas et je m'en occupe trop. C'était vraiment en mode, tu sais, ces voitures où quand tu commences à apprendre à conduire, justement, tu donnes des à-coups un petit peu. Quand j'étais solopreneur, auto-entrepreneur et entrepreneur individuel en termes de structure juridique, j'avais une gestion plutôt saine et plutôt complète et très processée de mes finances, qui était relativement simple, hein. C'est celle dont je parle sur le blog, dont on parle dans nos formations, etc., qui est en mode, tu as un petit tableau de suivi, tu résumes en termes de pourcentage, c'est-à-dire que tous les pourcentages de chaque facture ou de chaque encaissement ou de chaque mois, il y a X% qui va à l'URSSAF, X% qui va dans le matelas de sécurité et X% qui va dans ta poche, grosso modo. Et en fait, du coup, j'ai toujours raisonné comme ça et ça m'a aidé à toujours avoir de quoi payer l'URSSAF, de quoi payer mes investissements, mon matelas de sécurité et moi aussi à la fin du mois. Quand on est passé sur la structure juridique de URL, c'est là où ça s'est un petit peu complexifié parce que c'est un autre fonctionnement parce que tu dois raisonner en termes de salaire. Puis comme tu as les charges qui arrivent avec les personnes qui viennent bosser avec toi, les nouveaux logiciels, les charges techniques, les outils, etc., ça s'est fait un petit peu différemment. Et là où je dis que ça a fonctionné par à-coup, c'est que dans l'historique juridique et administratif de The Bee Boost, de changement de structure, etc., il y a eu un moment où il y a énormément d'argent qui est rentré d'un coup, où moi j'étais en mode « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Et sachant que j'avais des charges qui allaient tomber 2 ans après sur cette opération financière, j'ai rien osé dépenser, donc j'étais très proche de mes sous en mode « Il y a plein d'argent, mais j'y touche pas parce que je sais pas quelle quantité on va m'en prendre dans 1 an et demi. » Jusqu'à ce que la comptable me dit Aline, il y a trop d'argent, on va se faire assassiner par les impôts sur la société. Où là, j'étais en mode OK, on ouvre les vannes, les gars, tu vois. Et là, on a dépensé, jusqu'à ce que je me dise attends, qu'est-ce qui se passe? Et là, je referme les vannes en mode attendez, les gars, on n'a plus de sous, alors qu'en fait, il y en a. Et je trouve qu'en fait, c'était très compliqué pour moi, là où c'était très fluide quand j'étais toute seule. Avec cette nouvelle structure, avec les charges qui grossissent, parce qu'aujourd'hui, The Bee Boost, ça représente des dizaines de milliers d'euros de fonds de roulement mensuels en formation ou hors formation d'ailleurs. Et en fait, ça s'anticipe ça. Et quand tu commences à avoir des salariés ou même des prestataires de longue date, tu as aussi la charge émotionnelle de te dire que tu as des gens qui dépendent de toi pour payer leur propre loyer, leurs factures, s'occuper de leur famille à la fin du mois, etc. Et en fait, du coup, ouais, j'avais cette sensation d'avancer par à-coup qui n'était pas aussi terrible qu'elle en a l'air quand je la décris, parce qu'en fait, il y avait toujours une grosse trésorerie derrière, mais d'avoir la sensation de ne pas avoir de visibilité sur les charges qui arrivent à M+18. Parce que c'est ça, en fait, quand on est entreprise, c'est que ça va jusqu'à M+18 en termes d'impôts sur les sociétés, de choses comme ça. Et c'est là, en fait, où je me suis dit, Aline, il y a peut-être un truc à travailler par rapport à ça et à mettre en place. Oui, carrément. En fait, c'est vrai que quand on est en mode solo, micro-entreprise ou autre, on n'a pas besoin d'avoir une vision très large, enfin très longue en tout cas. Donc on peut faire ça un petit peu à la mano. On a en tête les chiffres, on fait un petit suivi sur un Excel et c'est suffisant.
versus quand on commence à être en mode croissance, on passe sur un autre statut juridique, etc. Là, c'est important finalement de structurer un peu dès le départ, quoi. Et du coup, toi, t'as pas structuré tout de suite. Je sais que là, il y a quelques mois, en fait, tu as fait un gros travail là-dessus. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Quels sont un petit peu, sans forcément partager tes chiffres, hein, mais nous dire un petit peu quelles sont les choses spécifiques que tu as systématisées, que tu as opérationnalisées dans ton suivi, qui fait vraiment la différence entre le mode je fais un suivi solo et un suivi entreprise avec un statut juridique différent? Il y a eu plusieurs éléments qui sont venus créer ce déclencheur. Je faisais un petit peu l'autruche avant, on va pas se mentir, etc. Et on a eu la chance, la chance et le travail de tout le monde, dans la croissance de The Bee Boost, de jamais manquer d'argent. Et c'est encore le cas d'aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est un luxe incroyable. Mais un luxe qui a aussi fait que j'ai fait l'autruche là-dessus pendant assez longtemps. Et en fait, là où j'ai commencé à avoir des petits signaux de en mode Aline, il est plus que temps de s'y mettre, c'est déjà, on s'est fait assassiner au niveau de l'impôt sur les sociétés en 2021. Alors, moi, je disais, oh, c'est cool, ça veut dire qu'on a bien fonctionné. Oui, mais bon, t'aurais peut-être pu faire autre chose de cet argent, tu vois, t'aurais pu payer des salaires, t'aurais pu payer des investissements, des choses comme ça. Donc, c'était la première chose. La seconde, c'est de voir la trésor qu'on avait sur le compte sans savoir combien pouvait être réellement investi dans les nouveaux projets. Là, on commence à développer le séminaire où c'est vraiment des gros projets qui te demandent de sortir plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le problème, c'est que tu les as sur un compte, mais que tu sais pas quelle part t'appartient vraiment, quelle part appartient à l'URSSAF, quelle part appartient aux impôts de l'année prochaine. Et en fait, quand je me suis retrouvée devant ce genre de problématique, à ne plus pouvoir fonctionner au doigt mouillé comme je le faisais avant, où on avait moins de charges parce qu'on était uniquement sur du 100% en ligne, où tu payes tes logiciels et tes prestats, puis c'est fini. Je caricature évidemment. Oui. Là, je me suis dit, OK, je suis plus à l'aise avec ce qui est en train de se passer. Et le dernier déclencheur qui m'a poussé à sortir de ma procrastination, c'est l'arrivée des salariés dans l'entreprise, où je me dis, là, pour la sécurité de ces gens-là et moi, ma sérénité mentale, je veux être sûre que ces gens-là soient à l'abri et que même si demain, je me blesse, il y a un accident, The Bee Boost est immobilisé pendant 6 mois pour plein de raisons, les salaires sont quand même assurés. Et donc, c'est là où je pense, de toute façon, on s'en allait dans cette direction-là. J'ai décidé de me faire accompagner parce que je ne maîtrise absolument pas le sujet par quelqu'un dont les finances des entreprises, c'est la spécialité, pour m'aider à monter non seulement l'analyse des 3 dernières années de l'entreprise en termes de dépenses, de rentrée d'argent, de saisonnalité, de fluctuation, l'optimisation de l'existant et aussi le prévisionnel sur le futur pour justement se projeter sur des projets comme le séminaire, des salaires, de combien de personnes on peut recruter, de quels sont les projets qu'on peut monter à côté, combien est-ce qu'on peut investir dedans, etc. Ok. Et est-ce que tu dirais que ça a eu un impact business? C'est-à-dire le fait d'avoir une vision, tu vois, vraiment de la trésor, du prévisionnel, etc. Est-ce que du coup, tu as pris des décisions différentes, ou en tout cas eu des idées de stratégies différentes, ou pas forcément? Pas forcément, dans le sens où le fait d'avoir des chiffres sous les yeux, ça a juste validé les envies que j'avais. Où je me suis dit, OK, financièrement, c'est possible, c'est sain, on peut le faire tout en restant en sécurité financièrement, etc. Par contre, là où j'ai vu un énorme switch en termes de leadership, parce que quand tu poses les chiffres de ta boîte pour la première fois, que tu te rends compte que parce que pour moi, j'étais encore dans cette mentalité où The Bee Boost, c'était un petit blog et je payais 3-4 prestats pour bosser avec moi chaque mois. Et puis, on avait un podcast et c'était rigolo. Puis, quand on te met sous le nez, puis je pense que c'est un des seuls chiffres que je pourrais te donner, mais pour vraiment aider les auditeurs à se projeter, quand on te met sous le nez que tu as un business qui tourne avec minimum 35 000 euros de charges chaque mois en termes d'impôts, de salaires, de charges, de choses comme ça, et que quoi qu'il arrive, pluie, vente, neige ou quoi, il faut que tu sortes ces 35 000 euros chaque mois. Là, tu dis, wow, déjà la première réaction, c'est quoi? Et surtout, en fait, ça m'a aidé à me rendre compte que j'étais plus une blogueuse qui faisait un podcast pour rigoler, mais que j'étais vraiment chef d'entreprise et dirigeante d'une entreprise qui, à mon sens, pesait dans le game. Et en fait, ça m'a fait un espèce de step-up d'un point de vue leadership et conscience de ce que je faisais et conscience de la taille de The Bee Boost et de l'importance, entre gros guillemets, de The Bee Boost, qui, je pense, s'est ressenti sur ma position de leader après, en mode, OK, les gars, maintenant, j'incarne un petit peu plus la chose et je me prends un peu plus au sérieux. Trop bien. Ouais, les chiffres ne mentent pas, hein, de toute façon. Donc, Les chiffres ne mentent pas. Et c'est vrai que souvent, le fait d'avoir les chiffres devant les yeux, alors il faut qu'ils soient analysés, parce que comme tu dis, tu vois le chiffre sur le compte en banque, mais ça ne te parle pas, c'est pas suffisant. Mais avoir les chiffres analysés, ça te permet de te rendre compte de plein de choses dont tu n'avais pas forcément conscience,
ou dont tu avais conscience, mais ouais, pas sûr. Oui, mais pas trop envie de le conscientiser non plus. C'est un C'est peu ça. sous le tapis, puis des fois tu le regardes, tu fais plus tard. Tu sais, c'est comme ce petit mouton de poussière que tu vois tout le temps en passant devant, en te disant, il me suffirait de sortir l'aspirateur en 2 secondes, ce serait réglé, mais tu le fais pas, puis tu le vois le lendemain, puis le surlendemain, jusqu'au jour où tu te Exact. dis, ah, il y en a marre. Clairement. Ok, on va aller tout doucement vers la fin de cette interview. J'ai quelques petites questions pour la fin. Euh, j'ai envie de te demander pour chacun des piliers, en tout cas de la gestion d'entreprise que j'ai identifié, j'ai envie de te demander pour chacun d'entre eux si tu as un conseil, une remarque, une anecdote, enfin peu importe, quelque chose à dire en fait sur le sujet. On va commencer par le pilier gestion de projet et management. Est-ce que quand je te dis ça, ça t'évoque quelque chose en particulier? Ouais, complètement, et je pense que ça va te faire rire. Pour le coup, c'est une anecdote mêlée d'un conseil. C'est que ça m'a pris du temps, mais je pense que quand on est chef d'entreprise, dirigeant, leader, manager, etc., on doit être à l'aise dans notre propre entreprise. Et ça veut dire que quand quelqu'un fait quelque chose d'une manière qui ne nous convient pas ou met en place un process d'une manière qui ne nous convient pas, il faut lui dire, et il faut lui dire de recommencer. Et là, Sonia, elle rigole parce que Sonia, elle a été extraordinairement force de proposition sur des process à mettre en place pour améliorer la vie de l'entreprise, les process, les systèmes, etc. Et en fait, combien de fois, Sonia, je t'ai pas dit, j'adore l'idée, mais j'aime pas le fonctionnement, recommence, tu vois. Je ne les compte plus. Tu ne les comptes plus. Mais je pense que c'est important parce que les rares fois où je l'ai pas dit, parce que j'étais en mode non, Oui. mais j'ai pas envie de la vexer, etc. Au final, c'est des choses qui sont devenues une charge pour moi, à la fois mentale, en termes de temps, d'énergie, etc. Et au final, je finissais par te le dire. Et donc vraiment, je suis en mode, c'est pas toujours très sympa. Parfois, on passe un peu pour des ingrats, mais en tant que dirigeant, on doit être à l'aise dans notre propre entreprise, ce qui veut dire que quand il y a un truc qui nous convient pas, il faut le dire, il faut pas hésiter à demander aux gens de faire d'autres propositions, de recommencer. Et même eux, ça les aide à comprendre aussi qu'est-ce qui nous plaît, qu'est-ce qui nous plaît pas. Et je valide, c'est au début un peu déconcertant parce qu'on a cette sensation de bah pourtant j'ai fait quand même une super proposition, j'ai passé du temps, etc. Donc il peut y avoir l'émotionnel qui vient dessus. Mais je suis complètement d'accord avec toi, c'est-à-dire qu'en fait on est là en tant que collaborateur, salarié, prestataire, peu importe le statut, on est là pour faire grandir l'entreprise. Donc en fait il n'y a pas de question à se poser de est-ce que j'ai bien fait, pas fait. Dis donc Aline elle est pas gentille, elle est pas d'accord avec ce que j'ai proposé. Voilà, déjà, moi, j'ai vraiment cette démarche-là. En tout cas, j'ai appris à la voir au fur et à mesure. Et je trouve que c'est bien aussi parce que moi, personnellement, ça me challenge. Tu vois, ça me force à sortir au-delà, tu vois, de ce que j'avais pensé, etc. Et bien souvent, ce qui ressort au final entre ma première idée, ce que tu m'as demandé finalement d'apporter en plus ou en moins, etc., le résultat, il est trop bien, quoi. Donc, oui, je suis d'accord, ne pas hésiter à le dire. Ok, trop bien. Deuxième pilier, on va dire recrutement et délégation. Est-ce que ça t'a évoqué quelque chose? Aussi, d'ailleurs, c'est quelque chose dont j'ai un petit peu parlé déjà pendant notre échange, c'est le fait de traiter ses équipes et ses prestataires comme des clients, voire même mieux. Là, je sors d'une période de 3 jours d'incubation avec la dernière salariée entrée historiquement dans la boîte. Et en fait, c'est ce que je lui ai dit, et c'est ce que je vous dis aussi beaucoup dans The Bee Boost, c'est que moi, je vous traite comme si vous étiez mes meilleurs amis. Je vous accueille dans le business en vous donnant 100% de ma confiance, de mon amour, etc., jusqu'à preuve du contraire, entre guillemets. Donc, c'est quand même beaucoup de pression, mais vraiment de se mettre au service de son équipe et pas en mode tu vas bosser avec moi, mais je te lâcherai ma confiance petit bout par petit bout et mon estime petit bout par petit bout. C'est à toi de les gagner, c'est à toi de me prouver que tu les mérites, etc. Ça, je pense que c'est un comportement que j'avais peut-être au début, qui m'a pas vraiment beaucoup servi et que j'ai complètement renversé maintenant en étant, quand tu arrives chez The Bee Boost, je fais confiance à notre process de recrutement. Tu as mon entière confiance, amour et tout, quoi. Trop bien. C'est intéressant ce que tu viens de dire, c'est que en fait, tu fais confiance à ton process de recrutement. C'est-à-dire qu'en fait, tu as systématisé cette partie-là, ce qui fait que tu peux complètement te décharger dessus et tu n'as plus, entre guillemets, de questions à te poser. On s'entend, hein, on schématise beaucoup là dans tout ce qu'on dit, mais c'est le fait en fait d'avoir créé un système qui te permet ensuite d'être plus sereine au quotidien. Et c'est justement à ce moment-là que tu vas pouvoir laisser arriver les problèmes au fur et à mesure. Pour l'instant, a priori, ton système a fait qu'il n'y en a pas qui vont se présenter. Et s'il y en a qui se présentent, par exemple, dans le cadre de la collaboration, tu vas les appréhender tranquillement, mais tu n'as pas besoin d'être sans cesse en train de te dire est-ce que je peux faire confiance, est-ce que je peux pas faire confiance, est-ce que ça c'est bien fait, est-ce qu'elle est en train de faire ci, comme ça, etc. Complètement. Troisième point, gestion et suivi des finances.
On a parlé un petit peu. Est-ce qu'il y a un conseil, une remarque, une anecdote qui te vient spécifiquement? Quand tu m'as parlé de ça, j'ai un truc qui m'est popé en tête que j'avais jamais conscientisé avant, mais que j'avais envie de partager, qui est pour moi, en fait, les finances, c'est le langage du business. C'est-à-dire que ton entreprise te parle et son langage, c'est les finances. Et en fait, tant que tu ne comprends et que tu ne maîtrises pas ce langage et tant que tu ne sais pas parler ce langage toi-même, tu ne peux pas communiquer avec ton business en termes de croissance, de décroissance, d'accélération, de décélération, etc. Et donc, voilà, j'aimais beaucoup cette métaphore et je dis, c'est important d'apprendre à parler le langage de son entreprise. Oh, j'adore. J'avais jamais vu ça. J'étais trop fière de moi. Ah ouais. Je vais la reprendre, hein, je te le dis. Je veux la citation The Bee Boost, je veux les royalties et je veux le t-shirt et le mug. Non, mais tu sais, ça pourrait faire une grosse punchline en vrai. Trop bien. Dernier pilier, le leadership. Le fait d'être un dirigeant épanoui et qui accompagne ses collaborateurs. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là-dessus? Là, c'était plutôt un concept. Pareil, on l'a légèrement évoqué, mais c'est l'occasion de rappuyer un petit peu dessus. C'est qu'il y a 2 types de leadership pour moi. Il y a le leadership des autres, qui est souvent celui qui nous pop en tête quand on parle de leadership, mais il y a aussi le leadership de soi. Et une des dimensions très importantes pour moi dans le leader, c'est d'incarner ce qu'on dit et de dire ce qu'on est. Et ça, je trouve qu'apprendre à être le leader de soi avant d'être le leader des autres, c'est le plus important. Et ça nécessite un énorme travail. Alors, moi, j'ai fait le choix de me faire coacher parce que c'était la solution la plus simple et rapide pour moi. Il y a d'autres personnes qui préfèrent bouquiner ou alors l'école de la vie. Mais je trouve que c'est vraiment important de faire un travail conscient là-dessus et pas juste de laisser ça au petit bonheur de la chance. Trop bien. Merci Aline pour ces conseils, remarques, anecdotes, concepts qui, je suis sûre, vont faire brainstormer les entrepreneurs qui nous écoutent. Dernière question, est-ce qu'il y a une ressource, peu importe laquelle, qui t'a tout particulièrement aidé dans ce cheminement de solopreneur à dirigeante? J'imagine qu'il y en a plein en vrai, mais est-ce qu'il y en a une que tu retiens tout particulièrement, qui t'a marqué à un moment donné, qui t'a aidé? Oui, c'est un petit peu, du coup, je rebondis sur le dernier point, c'est le coaching de management et de leadership que j'ai suivi. Il y a plein de choses qui aident au quotidien. Toutes les ressources aident à un moment donné à leur petite échelle. Chaque expérience aussi, le fait d'être sur le terrain, d'avoir une équipe qu'il faut manager, t'apprends à manager, c'est un peu sur le terrain. Mais s'il y a une ressource qui m'a fait vraiment progresser le plus en mode 80-20, c'est le faire accompagner dans un coaching individuel à titre de leader, de manager et de bosser, comme je disais, autant sur le leadership de moi-même et sur le leader que je voulais être et incarner que sur des concepts de management, de direction, etc. Ok, trop bien, merci. Du coup, ce que je retiens, c'est que les 2 points sur lesquels tu as ressenti le besoin de te faire accompagner, c'est gestion et suivi des finances et leadership. Ça a été vraiment pour toi les 2 gros challenges. Enfin, ça a été, en tout cas actuellement, parce que ton chemin n'est pas fini. Oh, il est loin à le terminer. Voilà. Actuellement, ce sont les 2 points en fait sur lesquels tu as ressenti un besoin de te faire accompagner. Exactement. Pour des raisons différentes d'ailleurs, mais exactement. Oui. Ok, trop bien. Écoute Aline, un immense merci pour ta venue, d'avoir accepté mon invitation. Je suis honorée, ravie. J'ai adoré notre échange. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin ? Non, juste merci pour tes questions parce que je les ai trouvées très pertinentes, puis ça m'a aidé à poser des concepts et j'ai sorti des choses que j'avais jamais verbalisées, donc trop cool. Et tu vois, genre le langage du business, ça va être la trop punchline. Oui. Non, merci Sonia, et puis hyper intéressant et j'ai hâte d'écouter les autres épisodes de ton podcast. Trop bien. Merci beaucoup. À très vite, Bye. Aline. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous l'avez apprécié, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez soutenir le podcast en laissant un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très vite dans le prochain épisode.